Biogéographie. Contenu de la matière. Connaissances préalables recommandées. Biocinétique, climatologie, pédologie, taxonomie végétale et taxonomie animale. Chapitre 1. Éléments de biogéographie. Quant à Introduction. Petit 1. Aperçu historique de la biogéographie. Petit 2. Biogéographie écologique. Petit 3. Éléments de géodynamique. Grand B. Chorologie. Petit 1. Étude des aires, entre parenthèses, délimitation, type d'air, aires de différents rangs taxonomiques. Petit 2. Territoire et cortège floristique. Entre parenthèses, notion, cortège, richesse floristique, division floristique du monde, région, domaine et secteur. Petit 3. Variation chlorologique des aires. Chapitre 2. Phytogéographie et analyse floristique. Petit 1. Rappel sur la répartition du règne végétal. Petit 2. Méthode de la classification des angiospermes. Petit 3. Les grandes lignes d'évolution chez les angiospermes. 4. Système de classification des angiospermes. Premier tiret, données classiques. Deuxième tiret, données récentes basées sur l'étude des séquences d'ADN. À la ligne petit 5. Description et caractères particuliers de familles à intérêt en systématique évolutif et économique. 6. Éléments de géographie botanique. 6.1. Répartition générale des formations végétales du globe. Chapitre 3. Zoogéographie. Petit 1. Les aires de distribution géographique. 2. Les empires faunistiques et leur distribution. 3. Les causes de distribution actuelles des êtres vivants. 4. Les faunes insulaires. Abonnez-vous. Introduction. On appelle biosphère la couche très mince à l'échelle du globe dans laquelle est localisée la vie et qui se situe à la limite de la croûte terrestre, entre parenthèses sol et eau, et de l'atmosphère. Son épaisseur est tout au plus de quelques dizaines de mètres. Celle des plus hautes forêts ou de la couche réellement habitée des nappes d'eau, si l'on fait abstraction de la vie très sporadique faite des organismes de l'atmosphère ou des profondeurs marines. La région tropicale
La densité des êtres vivants diminue considérablement lorsque l'une ou l'autre de ces conditions s'en écarte trop sensiblement. 2 points. Manque de chaleur, entre parenthèses, régions polaires et hautes altitudes. Manque d'eau, entre parenthèses, steppe et désert. Ou de lumière, entre parenthèses, profondeur marine. Dans cette biosphère, les végétaux jouent un rôle prédominant. Non qu'ils représentent les organismes les plus diversifiés. En effet, on compte environ un demi-million d'espèces végétales. Tout groupe réuni contre au moins le double d'espèces pour les insectes. Mais si au lieu de compter on pèse, les animaux font alors moins du millième du poids de la matière vivante, dont une bonne part est d'ailleurs composée de quelques dizaines d'espèces parmi les conifères et quelques centaines d'espèces parmi les graminées, entre parenthèses poissées. Ce sont les végétaux qui sont, grâce à leur chlorophylle, les capteurs d'énergie et le siège des synthèses primaires de matière organique, à partir desquels vivent tous les animaux et la plupart des micro-organismes. Les formes végétales ne sont pas réparties au hasard sur le globe, mais chacune est localisée à un territoire que l'on appelle aire de répartition, et dont la situation et les limites dépendent de sa biologie. À divers climats correspondent des flores différentes. Comme à divers types de sols sous un même climat, la richesse des flores décroissant graduellement des régions intertropicales vers les hautes altitudes et des plaines vers les hautes montagnes. Ces flores se sont elles-mêmes modifiées au cours du temps, d'une part en fonction de l'évolution du monde végétal qui a vu apparaître les plantes terrestres vers le milieu de l'ère primaire, prédominer les ptéridophytes à la fin de cette ère. Les gymnospermes à l'ère secondaire et les angiospermes à partir du Crétacé, d'une part en raison de grands événements géologiques dont le plus récent, la glaciation quaternaire, a profondément marqué le tapis végétal. L'étude des aires de répartition actuelles et passées constitue la chlorologie. Chapitre 1. Éléments de biogéographie. À la ligne petit 1. Aperçu historique de la biogéographie. Les premiers essais sur la géographie du vivant ont été proposés dès la fin du XVIIe siècle, par exemple celle de Buffon. Par la suite, les voyageurs naturalistes ont élaboré des inventaires assez complets pour que des tendances s'observent sur la répartition des espèces sur la Terre. En effet, Humboldt, de 1769 à 1859, et Bonpland, de 1773 à 1858, font une expédition en Amérique qui reste exemplaire pour la quantité de données rapportées. Ils ont produit une carte de végétation. En 1856, Candolle, 1806-1893, publie une géographie botanique. Au cours de son voyage sur le Beagle, entre 1831 et 1836, Darwin,
1882, a prédit que les phénomènes de colonisation expliquent la répartition des espèces. Wallace, 1823-1813, a effectué des recherches sur le bassin fluvial de l'Amazone et dans l'archipel malais, où il identifia la ligne séparant la faune australienne de celle de l'Asie, qui fut appelée ligne Wallace. Cette grande époque de la découverte du monde fut celle de la description des principales subdivisions biogéographiques du globe. Le mot biogéographie apparaît en 1907 et désigne d'abord une branche de la biologie qui étudie la répartition des êtres vivants, de ses causes. Comme le signale Lémy, c'est une science biologique et c'est aussi une science géographique. Du fait, Sclater, 1829-1913, divise le monde en 6 zones zoologiques. Le premier ouvrage de biogéographie géographique paru en 1927. Il constituait le 3e tome du traité de géographie physique de Marton et fut rédigé pour l'essentiel par 2 éminents biologistes, Chevalier, un botaniste, professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris, et un zoologiste, Queneau, membre de l'Institut. Consubstantiellement, comme aurait pu l'écrire Soré, la biogéographie se rattachait clairement aux sciences de la nature, à la phytogéographie et à la zoogéographie. Maire en 1965 a essayé de dépasser l'approche descriptive des biogéographes classiques, typologie biogéographique. Il a tenté de comprendre l'origine, la différenciation, le développement et la mise en place des faunes en relation avec l'histoire spatio-temporelle des milieux. Biogéographie analytique. Enfin, l'approche de McArthur et Wilson, 1963 et 1967, s'efforce d'expliquer des mécanismes aussi fondamentaux que l'immigration, la colonisation, l'extinction, la structuration et le renouvellement des communautés. Biogéographie prédictive. Elle s'intéresse aussi à l'évolution des attributs des espèces et des populations locales en fonction des caractères physiques et biotiques de l'environnement. Théorie de la biogéographie insulaire. Biogéographie écologique. À la ligne. Quelques définitions de ces notions. Diversité biologique. Variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes. À la ligne, diversité génétique. Diversité des gènes des différents végétaux, des animaux et micro-organismes qui habitent la Terre. Les espèces se composent d'individus ayant des caractéristiques héritées, entre parenthèses génétiques, différentes. Selon les théories actuelles de l'évolution, la variété des caractéristiques permet aux espèces d'évoluer progressivement et de survivre dans des environnements qui se modifient. À la ligne tirée, la diversité génétique est la source ultime de diversité au niveau spécifique et écosystémique,
de la hiérarchie biologique. La diversité génétique intraspécifique comprend des variations tant au sein des populations distinctes d'une même espèce qu'au sein d'une population. À la ligne, diversité spécifique. C'est le nombre et diversité des espèces rencontrées dans une zone déterminée d'une région, où une espèce est généralement un groupe d'organismes qui peuvent se croiser ou dont les membres se rassemblent le plus. 2 points. À la ligne, petit 1. Différents types fonctionnels, par exemple, association alimentaire, forme de croissance végétale. Petit 2 à la ligne, taxa fonctionnellement similaires appelés analogues fonctionnels. Bien que l'espèce soit la catégorie taxonomique utilisée le plus fréquemment dans les analyses de la biodiversité. Ces organismes représentent une part significative de notre planète. À la ligne, diversité écosystémique et écosystème. 2 points. C'est le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle. Quelques notions de l'écologie et de la biogéographie. 2 points à la ligne. Espace disparu. 2 points. Espèce disparue. 2 points. Espèce dont on n'a pas constaté l'existence à l'état sauvage depuis au moins 50 ans. À la ligne, espèce en danger. 2 points. Espèce qui existe sur un territoire en très petit nombre. À la ligne, espèce endémique. Espèce présente seulement dans une région ou à un lieu donné. À la ligne, espèce éteinte. Espèce qui a existé sur un territoire et qui n'existe plus ailleurs au monde. Espèce extirpée. Espèce ayant abandonné sa région ou lieu habituel de vie en raison de conditions défavorables qui s'y sont installées. À la ligne, espèce menacée. Espèce potentiellement en danger sur un territoire donné. À la ligne, espèce vulnérable. Espèce en déclin sur un territoire dont le nombre diminue progressivement. À la ligne, habitat. Lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l'état naturel. À la ligne, ressources biologiques. Ressources génétiques. Les organismes ou éléments de ceux-ci, des populations ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation, une valeur effective ou potentielle pour l'homme. À la ligne, ressources génétiques. Matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle. À la ligne, utilisation durable. Utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraîne pas leur appauvrissement à long terme et sauvegarde ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures. À la ligne, variabilité génétique. Ensemble variable de critères d'hérédité. À la ligne. Un corridor, par définition, met des espaces en communication les uns avec les autres. Dans un bâtiment ou ailleurs. Un corridor écologique est un milieu ou un réseau de milieux répondant à des besoins fondamentaux des êtres vivants.
deux points. Se déplacer, entre parenthèses, pour des animaux très mobiles, ou se propager pour des plantes ou des animaux peu mobiles, de façon à pouvoir se nourrir ou se reproduire. Les populations d'êtres vivants sont souvent dispersées et les échanges entre populations d'une même espèce sont nécessaires pour assurer leur pérennité, notamment par un brassage génétique. Le changement climatique et la destruction des milieux naturels sont des raisons supplémentaires d'assurer cette mobilité de la vie sauvage. À la ligne, aire de répartition théorique, c'est-à-dire potentielle. Aire de répartition réalisée, deux points, c'est-à-dire qu'elle est observée. Nous continuons toujours dans la définition de quelques notions. La terminologie. À la ligne, optimum écologique. Conditions les plus favorables pour la croissance d'une plante limite géographique, deux points. Limite au-delà de laquelle on ne trouve plus une espèce donnée. À la ligne, stress hydrique. C'est l'absence d'eau dans les conditions de chaleur. À la ligne, panérophyte, deux points. Appareil végétal visible en toute saison. Gaméphyte, plante basse au niveau du sol. Xérophile, qui supporte la sécheresse. Hygrophile, deux points, qui aime l'eau, entre parenthèses, bord de mer, marécages, etc. Approche auto-écologique. C'est l'étude des facteurs propres à une seule espèce, à la fois ses exigences. Synécologie. Étude de l'interaction entre les plantes. Étude des exigences d'un regroupement d'espèces. Trois éléments de géodynamique. La théorie de la dérive des continents a été aujourd'hui confirmée et prouvée par la théorie de la tectonique des plaques à partir d'arguments physiques, géologiques, etc. La Pangée était en masse coalescente. Elle commençait à se disloquer il y a 230 millions d'années en deux ensembles. La Laurasie au nord et le Gondwana au sud. Le Gondwana se fragmenta à son tour au cours des 100 derniers millions d'années pour donner la configuration actuelle des continents. Voir figure 1. Le nord-ouest africain commença à s'éloigner de l'Amérique du Nord au début du Jurassique et l'Afrique de l'Amérique du Sud au milieu du Crétacé. L'Europe s'éloigne ainsi de l'Amérique du Nord. À cette époque, l'Inde, qui est d'origine gondwanaise, se déplaçait vers le nord à travers la Thétis en direction de l'Asie, tandis que le bloc austral se séparait de l'Afrique. La dérive des continents eut des conséquences majeures sur l'histoire paléobiogéographique des biota. La fragmentation des continents conduisit à un enrichissement global des biota, tandis que la réunification des continents s'accompagna d'une réduction de la richesse globale des biota par extinction massive des taxons sympatriques. Sur la figure numéro 1, présente l'évolution et l'écartement des plaques tectoniques formant le paysage ancien et actuel de la planète Terre. Comme nous pouvons l'apercevoir sur notre écran, la reconstitution des mouvements des plaques par Berkeley, qui montre justement la Terre il y a 237 millions d'années. Ensuite,
le commencement de la dislocation il y a 152 millions d'années, ainsi que les continents actuels. L'évolution des continents dans le temps. Naissance et renaissance de la biogéographie. Le mot biogéographie apparaît en 1907 et désigne d'abord une branche de la biologie qui étudie la répartition des êtres vivants, de ses causes. Comme le signale Lémy, c'est une science biologique et c'est aussi une science géographique. Seul l'aspect géographique sera retenu dans cet article. Le premier ouvrage de la biogéographie géographique paru en 1927. Il constituait le troisième tome du traité de géographie physique de Merton et fut rédigé pour l'essentiel par deux éminents biologistes, Chevalier, un botaniste, professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris, et un zoologiste, Queneau, membre de l'Institut. Consubstantiellement, comme aurait pu l'écrire Soré, la biogéographie se rattachait clairement aux sciences de la nature, à la phytogéographie et à la zoogéographie. À des rares exceptions près, les géographes physiciens ne s'intéressent guère alors à la biogéographie et les cartes du tapis végétal qui illustrent la France physique de Martonnet ou l'Atlas de France sont l'œuvre d'un autre biologiste. Il faut attendre 1965 pour assister au réveil à la renaissance de la biogéographie, symbolisée par la publication de deux manuels écrits par des auteurs connus pour leurs travaux en géomorphologie. En 1965, paraît l'ouvrage de Biraud, Les formations végétales du globe, aux éditions CEDES. Puis, en 1968, Biogéographie de Elaï, entre parenthèses, Armand Collin. Les deux auteurs élaborent une biogéographie générale, celle des faits répétitifs, inscrite dans un cadre zonal. Ils présentent les formations végétales naturelles et les relient au climat, au sol, définissant des combinaisons géographiques. Ces nouveaux manuels exploitaient les enseignements de l'écologie, renaissante, elle aussi dans les années 60, et se rattachaient à la géographie générale physique, comme le traité de Merton. Mais durant cette décennie, des transformations importantes s'annoncent. Elles portent sur la nature de la recherche et sur l'échelle des études. Se manifeste d'abord un renouvellement des méthodes et des problématiques de recherche, annoncé dès 1960 par l'évolution des modèles en Côte d'Ivoire forestière de Rougerie, puis l'esquisse biogéographique de Laliebana, entre parenthèses Bertrand. Des idées fortes sont affirmées. Étude globale des paysages, géosystèmes. Il n'est pas toujours facile de fixer des limites précises entre la volonté de renouveler la géographie physique, souvent éclatée, et celle de relancer la biogéographie. Cependant, un constat s'impose. Les biogéographes participent à l'élaboration d'une géographie large, s'interrogent sur les relations entre faits de nature et faits de société. Le refus d'une étroite spécialisation les fit taxer d'encyclopédistes par des observateurs bienveillants, de bricoleurs par des observateurs moins charitables. La renaissance de la biogéographie est confirmée vers 1970 par la soutenance et le dépôt des thèses de doctorat d'État. Les formations végétales. Les paysages ne sont plus seulement l'objet d'allusion, ils deviennent objet de recherche pour eux-mêmes.
Ils sont les témoins d'une combinaison qui mérite d'être décrite et expliquée. Pour atteindre ce but, des problématiques variées se forgent, des méthodes se rodent. Cette diversité peut être considérée comme un aveu d'impuissance, une absence de cohésion, amenant les détracteurs à nier l'existence même de la biogéographie. Elle peut aussi être un signe de vitalité, la volonté d'explorer des pistes nouvelles, le refus de modèles, fussent-ils aussi prestigieux que ceux proposés par l'écologie, dont la voix de sirène retentissait alors. Entre parenthèses, Girard en 1991. B. La chorologie.